Bonsoir à tous, il est 20 h, donc bienvenue dans ce Mediapart Live consacré au second tour des élections régionales. À côté de moi, Stéphane Aliès de la rédaction de Mediapart pour l'animer. 4 invités pour ce premier plateau qui va commenter, analyser les premiers résultats et les grandes tendances du vote. Je vous les présente avant de donner la parole à Hubert Huertas du service politique de Mediapart qui va vous donner tous les résultats. Nona Mayer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, présidente de l'Association française de sciences politiques, spécialiste du Front National, et avec l'un de nos autres invités, Sylvain Crépon, que je vais vous présenter. Vous publiez ce livre qui est une somme à propos du Front National, publié chez Sciences Po, Les faux semblants du Front National, sociologie d'un parti politique. Marine Turki de la rédaction de Mediapart, donc qui suit le Front National pour Mediapart. Frédéric Savicki, bonsoir. Vous aussi, vous êtes un habitué de nos soirées, professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes le spécialiste du Parti socialiste, de son électorat comme de ses réseaux. Et puis voilà, celui qui a participé donc à ce livre avec Nona Mayer, Sylvain Crépon, sociologue. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Tours et vous travaillez depuis une bonne vingtaine d'années sur le Front National. Hubert Huertas, 20 h 01, les résultats. Donc bonsoir. Eh bien, contrairement aux idées reçues, le Front républicain anti-Front National existe. La France l'a rencontré aujourd'hui. Il n'y aura pas de région Front National. Le ni-ni, c'est le ni Front National, ni Front National. Deuxième élément, la mobilisation supplémentaire a, semble-t-il, un petit peu plus profité à l'UDI et aux Républicains qu'au Parti socialiste. Il faut voir, mais cela peut avoir son importance parce que certains résultats, à l'heure qu'il est, sont extrêmement serrés. Et puis troisièmement, dans l'ensemble, la quasi-totalité ou la très grande partie des voix de toute la gauche s'est reportée derrière les candidats socialistes quand il y avait des triangulaires. Donc les résultats, selon les évaluations, les fourchettes de l'Institut Ipsos pour Radio France. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi l'emporte largement, 56% des voix devant Marion Le Pen. Arithmétiquement, toute la gauche a voté Estrosi. Dans le sud-est de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, victoire encore plus large de Xavier Bertrand, 58%, 42% pour Marine Le Pen qui n'élargit donc pas son score du premier tour. En Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, là, Philippe Richert était en situation difficile puisqu'il y avait une triangulaire. Eh bien, il réalise 47%. Il distance très largement Florian Philippot, le Front National, qui retrouve grosso modo son score du premier tour, tandis que le socialiste Jean-Pierre Masseret, qui avait refusé de se désister, retrouve en gros les mêmes pourcentages qu'au premier tour. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui était une région également attendue, la socialiste Carole Delga l'emporte sans problème, 45% des voix. Louis Alliot, le Front National, plafonne à 33% des voix, à peine un peu plus en pourcentage qu'au premier tour. Et à noter que Dominique Régnier élargit un tout petit peu son score. Il était à 18% et il est à 22%, Dominique Régnier, pour les Républicains. En Aquitaine, c'est le socialiste Alain Rousset, comme attendu, qui l'emporte 44% des voix devant Virginie Calmel. En Auvergne-Rhône-Alpes, région très attendue, eh bien c'est Laurent Wauquiez, le républicain, qui l'emporte avec 41% des voix devant Jean-Jacques Kéran, le président sortant de la région Rhône-Alpes, qui n'a que 37% des voix. Le Front National a 22%. Et là, il semble qu'on ait un certain vase communicant entre le Front National et Laurent Wauquiez, puisque le Front National perd, et c'est peut-être la seule région, il perd 5%, alors que Wauquiez en gagne 10 entre deux tours. En Bretagne, Jean-Yves Le Drian, comme attendu, socialiste et, comme on le sait, ministre de la Défense, l'emporte 51% des voix. Marc Le Fur, très loin derrière, 30%. En Bourgogne-Franche-Comté, alors là, on a une situation extrêmement serrée, puisque François Sauvadet, pour l'UDI et pour les UDI républicains, et Marie-Guide Dufay, la sortante socialiste, sont donnés à 36% tous les deux. En Pays de Loire, Bruno Retailleau, le républicain, est largement devant, 44% des voix, devant 35% pour Christophe Clergeau, donc là, une victoire LR. En Normandie, situation extrêmement serrée. Hervé Morin, UDI et Nicolas Mayer-Rossignol, PS, sont
à 36, donné à 36 tous les deux. Nicolas B, le Front National, est à 27. Donc situation à suivre tout au long de la soirée. En Corse, c'est l'indépendantiste, le régionaliste, je ne sais pas comment dire, pardonnez-moi, Gilles Simeoni, qui sera le président de la région. Il a 37% des voix, devant Paul Giacobbi qui en a 28 et José Rossi qui en a 25. Dans le centre Val-de-Loire, qui est extrêmement serré, les premières fourchettes données match nul, bien finalement c'est le socialiste François Bonneau qui l'emporte devant François Vigier. François Bonneau 35,8, Philippe Vigier, 34,1. Ça c'est un petit peu une surprise. On attend naturellement Paris-Île-de-France qui, dans ces conditions extrêmement serrées, va prendre une dimension symbolique très très grande. On n'a pas encore de statistiques. Donc je récapitule, pour l'instant, le Front National n'aura donc aucune région et il a clairement rencontré un front républicain ce soir. Le Parti socialiste a d'ores et déjà 4 régions et il est en balance pour 2 autres régions avec l'UDI et LR, l'ensemble UDI-LR qui totalise pour l'instant 5 régions. Les régionalistes ont une région en Corse. Voilà ce que je pouvais vous dire en notant que la mobilisation a été tout de même plus grande ce soir puisqu'on a 7 points et demi de plus. On a un total de 57,5% de participation. C'est mieux que si c'était moins bien, mais il ne faut pas faire de gorge chaude avec cette participation. Et effectivement, en 2010, on était à 51,2%, mais en 2004, on était à 65,6%. Donc on n'a pas une participation canon. Voilà, on va suivre ces résultats tout au long de la soirée, puisque des résultats sont attendus, notamment à Paris, nature bien sûr, et puis dans 2 régions où on est extrêmement serré. On vous donnera ces résultats tout au long de la soirée. Merci beaucoup Hubert. Alors voilà ce que je vous propose. Si les résultats de Paris-Île-de-France tombent et puis ceux des 2 autres régions où les candidats sont au coude à coude, et bien voilà, vous vous manifestez, vous nous interrompez et sinon je vous redonne la parole dans 40-45 minutes. Alors première analyse de ces résultats, donc aucune région Front National. Je me souviens, je rappelle quand même comme nos abonnés et nos spectateurs doivent se dire que l'ambiance la semaine dernière, on parlait du jour de la marmotte où on parle sans arrêt du Front National, on se demandait s'ils allaient gagner 2, 3 ou 4 régions. Bref, c'était la consternation, l'abattement, les choses semblaient absolument inexorables. Or là, visiblement, aucune région. Nona Mayer, premier commentaire. Ça montre bien le paradoxe de ce parti. Il a fait une progression spectaculaire dans les urnes quand même, on ne peut pas lui enlever ça, même s'il n'a pas gagné une seule région. Il est arrivé à un nouveau palier qui est 25% des suffrages exprimés. Pour une élection de ce genre, une élection intermédiaire, c'est quand même énorme. Il est présent dans toutes les régions. Il va avoir quand même plusieurs centaines de conseillers régionaux. Il ne faut pas sous-estimer la progression de ce parti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que quelque part, il reste un parti hors système. C'est bien, puisqu'il passe son temps à critiquer le système. Mais au deuxième tour, il n'arrive pas à faire d'alliance, il n'arrive pas à dégager une majorité en sa faveur. Donc ce paradoxe est tout à fait intéressant. Et pour Marine Le Pen, c'est un demi-succès, hein, puisqu'elle comptait énormément sur ces régions pour en faire une vitrine, pour montrer que c'était un parti capable de gouverner la France, puisqu'il y a quand même 30% des Français qui pensent que ce parti est capable de gouverner la France. Donc c'est en demi-teinte le bilan. Pour le reste, il faudra voir la gauche s'en tire mieux que prévu quand même apparemment. Et c'est à droite qu'il va falloir réfléchir au lendemain. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Je veux dire, ce n'est pas une victoire, ni pour la gauche, ni pour la droite. Frédéric Salicki. Oui, bon, il y a 2 régions encore, on va dire, en très étroit ballottage entre on n'a pas le résultat de l'Île-de-France, donc c'est un peu difficile de juger si ce résultat sera bon pour la gauche, pas seulement les socialistes, bien sûr. Si Valérie Pécresse prenait la région, ça matinerait quand même le résultat global. Compte tenu du poids démographique, économique, mais aussi politique de la région Île-de-France, c'est vrai qu'on imagine bien que les Républicains,
mettrait en avant cette victoire qui serait effectivement considérable. Quand on regarde là où le PS a d'ores et déjà, et la gauche ont d'ores et déjà perdu, ce sont historiquement quand même des régions où la compétition avec la droite a toujours été assez serrée. Je pense bien sûr à la région Pays de Loire, mais aussi à la région Rhône-Alpes augmentée de l'Auvergne, où en plus là, les socialistes étaient beaucoup divisés en amont et donc payent sans doute aussi une incapacité à avoir géré une constitution de liste et à dégager une candidature faisant l'unanimité. Donc, bon, pour l'instant, la casse est limitée et la bonne nouvelle, évidemment, c'est semble-t-il, le report assez favorable. Bon, il faudra regarder les résultats évidemment en détail, des voix qui s'étaient portées sur le Front de gauche et sur les écologistes au premier tour, sur les candidats socialistes qui, dans tous les cas, dirigeaient les listes. Hein. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire il y a une espèce de revival de l'union de la gauche ou de la gauche plurielle, plus exactement, qui va d'ailleurs poser d'une certaine façon un certain nombre de questions, sinon de problèmes, au gouvernement qui continue, lui, évidemment, d'être uniquement organisé autour d'un seul parti, le Parti socialiste, et encore de gens qui, au sein du PS, ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des courants du Parti socialiste. Donc là, je pense que, on pourra revenir tout à l'heure dans la discussion, des choses intéressantes se dessinent quant à la suite. Stéphane Crépon. Écoutez, moi, en ce qui concerne le Front National, je pense que je rejoins ce que disait Nona Meyer. On aurait tort de croire qu'il s'agit d'un désaveu ou d'une défaite. Je pense malgré tout que la stratégie du Front National de Marine Le Pen se voit malgré tout validée. Ce qu'on constate, c'est que la grande différence entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est que Jean-Marie Le Pen n'avait jamais pris le soin de cultiver un réseau d'élus locaux sans lequel on ne peut arriver au pouvoir. Or, Marine Le Pen, elle a compris que c'était une erreur et fondamentalement, elle essaye de constituer ce réseau. Et élection après élection, on l'a vu notamment lors des municipales, partiellement mais sûrement, elle est en train de constituer ce réseau. Elle va investir massivement dans les conseils régionaux des élus qu'elle va pouvoir rétribuer, notabiliser. Ça va être autant de porteurs du discours du Front National au niveau local. Et je pense que sur les moyens et notamment long terme, c'est quelque chose qui va inéluctablement servir le Front National. Le tissage territorial d'élus continue, se poursuit. Absolument. Ouais. Donc cette stratégie, à mon avis, est payante. Maintenant, c'est vrai que le Front National n'est pas encore un parti de second tour. Il atteint malgré tout un plafond. Il n'arrive pas à rassembler suffisamment au second tour. Et il n'arrive pas, mais ça va être la grande question dans les années à venir, à nouer d'alliance. Alors, on a meilleur là-dessus, sur justement, on disait il y a encore 8 jours, ça y est, le plafond de verre a explosé, cette fois on en est sûr. Là, si on regarde les scores, on a l'impression qu'il n'y a pas de gain pour le Front National du premier au deuxième tour. C'est-à-dire que comme s'il y avait une sorte de raz-de-marée de ces électeurs au premier tour qui se sont déplacés, mais à regarder les premiers chiffres, ils n'en ont pas gagné au second. Il faudra regarder de plus près, parce que comme il y a eu un sursaut de mobilisation, si Marine Le Pen, par exemple, dans le Nord, fait le même score, ça veut dire qu'elle a eu plus de voix. Donc je pense simplement qu'ils ont été beaucoup plus relativement mobilisés au premier tour et que la remobilisation du second tour a joué contre eux. Enfin, n'exagérons rien, et c'est un plafond peut-être, mais la notion de plafond de verre, elle est très relative en politique, parce qu'il progresse quand même lentement, mais sûrement. Et donc il faudra vraiment réfléchir du côté de la gauche et du côté de la droite à la manière de réagir. C'est-à-dire, ça suffit de dire combattre le Front National. Peut-être qu'il faudrait proposer quelque chose de positif. Peut-être qu'il faudrait faire de la politique autrement. Peut-être qu'il faudrait remobiliser la base. Là, ça pose quand même beaucoup de questions à ses adversaires, je dirais. Qu'est-ce que ça dit, avant de laisser la parole à Stéphane et à Marine, des électeurs de gauche, surtout dans les deux grandes régions symboles, PACA et puis Nord-Pas-de-Calais, où on a quand même demandé, auxquels on a quand même demandé de voter les uns pour Christian Estrosi et les autres pour Xavier Bertrand. Et visiblement, là encore, au vu des premiers résultats, eh bien, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il faudra quand même aller regarder du côté du Front de gauche. Ça ne sera sans doute pas le même taux de report que du côté des socialistes ou des Verts. Ça sera tout à fait intéressant. Mais en politique, il y a à la fois une dimension pour et une dimension contre. Il y a des moments où il faut choisir quel est l'adversaire le plus dangereux. Là, clairement, les socialistes, à contre-cœur, ont voté pour les adversaires de toujours, pour la droite. On a en tête quelques propos
de Christian Estrosi, qui ne doivent pas donner beaucoup envie à un électeur de gauche de base de voter. Mais il y a un moment où il faut choisir quel est le principal danger. Manifestement, en France aujourd'hui, contrairement à l'espèce d'hystérie collective qu'il y a eu quand même autour du Front National, après le premier tour, ça y est, il n'était pas seulement aux portes du pouvoir, elle était aux portes de l'Élysée. Donc il faut quand même bien voir qu'une très grande majorité de l'électorat rejette ce parti et ses idées. Et qu'à gauche, on le rejette encore beaucoup plus que du côté de la droite. L'autre problème auquel il faudra s'attaquer, c'est cette porosité croissante qu'il y a entre l'électorat des Républicains et l'électorat du Front National. Est-ce que ça ne valide pas, justement, c'est une question que je peux poser à Frédéric ou à Nona, finalement l'orientation d'un Estrosi ou d'un Xavier Bertrand qui est de dire on ne donne finalement pas beaucoup de gages à la gauche puisqu'elle viendra vers nous, et par contre on s'installe bien en droite dure pour conserver un électorat qui pourrait être tenté par le Front National et qui finalement voit une assez bonne copie chez certains avec leur discours. Est-ce que finalement c'est pas ça la martingale gagnante ? Je ne crois pas. C'est la ligne Buisson que vous êtes en train de m'évoquer quelque part. Et il y a énormément de travaux, parce que la France, on a le sentiment qu'il n'y a que le FN. Non. À travers toute la France, il y a des partis du même type, sur des thématiques... pardon, fatigué. Ça montre bien le problème. À travers toute l'Europe, il y a des partis qui ont des histoires très différentes, mais qui ont en commun une thématique anti-immigrés, anti-Europe, anti-islam. Donc il faudrait sortir un petit peu. Et plein de travaux montrent, ça date de la fin des années 80, leur percée, avec des hauts et des bas. Et tous les travaux de recherche sur la meilleure stratégie face à ces partis montrent que celle de mettre leur thème au cœur du débat politique, et pire encore, faire de la surenchère, à long terme, ne marche jamais, parce que ça légitime leurs idées. Et parce que ça divise la partie la plus modérée de ces électorats de droite, parce que c'est généralement dans ce sens-là que ça marche, la droite faisant la surenchère sur ces thèmes. Donc je ne suis pas sûre que ça puisse être jouable très longtemps. Et puis il y a un moment, il faudra sortir des calculs purement électoralistes, où il ne s'agira pas de dire, voilà, je vais barrer la route. Non, il y a un moment, il faudra peut-être proposer autre chose. Et peut-être, regardez, même après le choc des attentats, même après la peur que suscite la vision de ces flux de réfugiés. Quand on demandait le sondage IFOP sorti des urnes le 6 décembre, qu'est-ce qui comptait le plus pour vous? Il n'y a que pour les électeurs du FN que ces thématiques-là étaient aussi importantes que le chômage et le pouvoir d'achat. Pour le reste de l'électorat, c'est là qu'ils attendent les politiques. Oui, deux remarques. La première, sur la question sur finalement, est-ce que les électeurs de gauche, on pourra leur faire le coup à chaque fois. Il faut quand même rappeler que ça n'a pas marché en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Le candidat s'est maintenu. Et il s'est maintenu et il est élu, et une partie de sa liste également. Oui, ceux qui voilà, n'ont pas voulu et cela n'a pas empêché... Et cela n'a pas empêché la droite de gagner. Donc là, d'une certaine façon, un coin vient d'être percé ou mis dans la stratégie. C'est-à-dire que sans doute qu'à l'avenir, cette idée qu'il faut à tout prix se retirer pour faire barrage au Front National pourra être interrogée. Et on a vu, alors ça c'est l'aspect tactique, mais ça a été quand même l'occasion d'un vrai débat qui a beaucoup divisé quand même à gauche et à droite. Mais bon, là, sur la gauche, et qui a bien montré effectivement que les arguments n'étaient pas aussi de Manuel Valls notamment n'étaient pas spontanément admis par tous. Donc je pense que alors tout dépendra aussi évidemment maintenant de l'attitude que vont avoir les élus de la droite républicaine, à savoir que si ils font d'une certaine façon ce qu'avait fait Jacques Chirac en 2002, c'est-à-dire ne pas vraiment tenir compte du fait qu'ils ont quand même été élus malgré tout avec des voix de gauche, et mènent une politique à rebours, et notamment dans les deux régions, Nord-Pas-de-Calais, désormais Picardie, et PACA, où il y avait quand même de longues années de politique de gauche avec un certain nombre de résultats. S'ils se mettent à tout démanteler, il est clair que, à mon avis, au prochain coup, si on peut dire, la droite ne pourra pas
compter aussi facilement sur la bénévolence, si on peut dire, et la générosité des socialistes. Donc c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est une remarque de méthode, puisqu'on est sur Mediapart, et puis je pense que c'est important, quand on manipule comme ça des chiffres, et surtout à chaud, c'est pas parce que la participation augmente de 7,5% que les électeurs du premier tour ont tous voté au deuxième tour. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut complètement exclure le fait qu'un certain nombre de gens sont restés effectivement chez eux. Ils ont pu aussi voter blanc. Il faudra regarder aussi l'évolution du vote blanc, voire du vote nul dans un certain nombre de, justement en PACA par exemple, ou en Nord-Pas-de-Calais Picardie. La particularité quand même du premier tour de l'élection régionale, c'est qu'elle s'est faite dans un contexte de très faible mobilisation autour de l'enjeu. Beaucoup de gens ignoraient jusqu'à 10 jours, 15 jours avant l'élection, qu'il allait y avoir des élections. Tout a été complètement, on pourrait dire, ratatiné, à juste raison, évidemment, par les attentats. Beaucoup d'électeurs n'étaient pas du tout conscients du risque que le Front National était en situation de gagner des régions, je ne pense pas. Entre cette semaine qui vient de s'écouler, on a eu évidemment... Le débat s'est complètement focalisé sur cette question. Donc, on peut penser effectivement que la mobilisation là d'électeurs de gauche, de centre et de droite a été particulièrement forte sur cet enjeu. Et on le voit dans le fait que ce sont dans les régions où le Front National était présent et en situation de l'emporter au deuxième tour que la participation a été particulièrement forte. Je crois qu'en Île-de-France, par exemple, la participation est plus faible, enfin plus faible en tout cas étale par rapport au premier tour. Sylvain Crépon. Juste une petite remarque pour rebondir ce que vient de dire Frédéric Savicki et ce qu'a dit aussi Nona Meyer, c'est que, encore une fois, on a vu le Front National dicter la campagne, dicter les thématiques de la campagne, et ça, c'est depuis qu'il est apparu sur la scène électorale, c'est-à-dire depuis le début des années 1980, qui voit les autres partis complètement tétanisés et obligés de faire campagne sur ces thématiques. Et donc, on voit là ce que disait François Duprat, hein, le grand théoricien du Front National dans les années 70, hein, l'électeur préféra toujours l'original à la copie. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on va avoir une question d'identité qui va se poser d'une part pour le Front National, mais aussi pour les Républicains à travers la perspective des alliances. Je veux dire, l'espèce de tragédie qui est en train de se jouer pour les Républicains, c'est qu'il y a désormais un tout petit peu plus de 50% de ses sympathisants, de son électorat, qui est prêt à faire des alliances, ne serait-ce qu'au niveau local, avec le Front National, et donc l'autre moitié qui est résolument opposée pour des questions éthiques. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Pardon, quand vous dites 50% de son électorat est prêt à concevoir une alliance avec le Front National, c'est théorique, et quand on leur pose la question, parce que là on a l'impression qu'à ces régionales, ça ne fait pas 50% de l'électorat, si ? Non, ça fait pas ça. Non, mais justement, parce que la question des alliances ne se pose pas. Je veux dire, absolument. Oui. Mais dans une hypothétique, alors effectivement, méthodologiquement, c'est un petit peu, on est complètement dans l'abstraction, mais malgré tout, ça montre que dans l'idée, la chose est concevable. Ce qui, si on se reporte à il y a une petite dizaine d'années, on était à un petit peu plus du quart des sympathisants de la droite, de gouvernement, on va dire, à peu près, je ne sais pas si on a un tiers. Oui, non, ça bouge selon le degré de visibilité et de force du Front National. Donc ça monte et ça descend. Ouais, c'est ça. Et donc, cette question va se poser pour les Républicains, mais ça va se poser aussi pour le Front National, c'est-à-dire entre, est-ce que finalement on est un parti de droite, assumé étant un parti de droite, eh ben, des perspectives d'alliance sont envisageables. Les dirigeants du Front National, pour l'heure, s'y refusent. Hein, leur stratégie ouverte, c'est de dire on va faire exploser l'UMP, enfin désormais les Républicains, et on va les obliger à se recomposer à nos conditions. Bon, je pense que c'est un petit peu utopique. Ce qui est la stratégie de toujours, enfin l'objectif de toujours. Ce qui n'a pas changé là-dessus entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Ou alors, est-ce que c'est finalement le ni droite ni gauche ? Et donc, cette espèce de jusqu'au-boutisme anti-système où finalement on se réclame ni de l'un ni de l'autre. Je sais par exemple qu'au Front National, il y en a beaucoup qui poussent pour assumer la stratégie de droite, permettre des alliances et donc enfin pouvoir exercer le pouvoir. Je veux dire, on ne peut pas faire 5, 10, 15, 20 ans de militantisme, se donner corps et âme pour un parti politique, sans, au bout d'un moment, avoir des rétributions concrètes, c'est-à-dire exercer des mandats. Et je sais qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup au sein des gens du Front National qui ont obtenu quelques rétributions, mais qui estiment que ce n'est pas à la hauteur de leurs ambitions et de leurs investissements. Et ça, je pense qu'à la base, ça
pousse de plus en plus dans ce sens. Avant de poursuivre cette conversation, Hubert Huertas avec peut-être des résultats supplémentaires. Écoutez, avec une tendance qui semble se dégager dans les deux régions, plutôt dans l'une des deux régions dont je vous parlais tout à l'heure, où les candidats républicains, les candidats de droite et les candidats socialistes sont véritablement au coude à coude. Alors il semble qu'en Bourgogne-Franche-Comté, finalement, ce soit la socialiste Marie-Guite Dufay qui soit en train de prendre un léger avantage sur François Sauvadet. Et donc il semble que cette région puisse rester, j'allais dire tomber à gauche, non, mais elle l'était déjà, donc puissent rester à gauche. Elles ont été redécoupées, les régions, vous le savez, mais l'ensemble des régions de France, c'est simple, était à gauche sauf l'Alsace. Donc cet endroit de France pourrait rester à gauche. Dans les états-majors, on se félicite déjà. Je préfère attendre un peu avant de vous dire que c'est fait, mais il semble que le souffle puisse conduire et conduise vers la réélection, puisque c'était une sortante, de Marie-Guite Dufay, socialiste. En Normandie, je n'ai pas plus d'informations que je n'en avais. C'est toujours un coude à coude qui va probablement se jouer à quelques voix entre Hervé Morin, UDI, et Nicolas Maillère-Rossignol, socialiste. Et je n'ai toujours pas, à l'heure qu'il est, il semble que les instituts de sondage soient prudents. On n'est pas encore sorti de fourchette, mais on n'a toujours pas d'informations pour Paris, dont le résultat sera d'une importance symbolique très grande ce soir. Voilà, à tout de suite ou à dès que j'ai quelques autres résultats. Merci Hubert Huertas. À tout de suite, effectivement, vous reprenez la parole dès que vous avez de nouveaux résultats. Nona Meyer, sur ce que disait Sylvain Crépon, c'est-à-dire est-ce qu'aussi l'appareil militant, les cadres du Front National peuvent se contenter de cette espèce de treillage territorial de postes de conseillers régionaux, par exemple, ou est-ce que leur appétit de pouvoir et de rétribution, et dans la République française, on pense évidemment tout de suite au ministère, eh bien là, on pourrait commencer à s'impatienter. Bien sûr, il s'impatiente. Et c'était déjà vrai du temps de Bruno Maigret. Je me souviens d'être allée au congrès de Strasbourg. Et là, il y avait standing ovation pour accueillir les époux Maigret. Et il y avait déjà la préparation. Ils croyaient être aux portes du pouvoir. On a oublié cela. Donc, bien sûr, il y avait une légitime impatience avec l'idée qu'on préparait. Il y avait des commissions, on planchait sur la réforme de la Constitution et tout. Donc là, bien sûr, il y a eu un appel d'air. On a vu pas mal d'articles passer pour dire que certains hauts fonctionnaires commençaient à se dire que peut-être il y avait des places à prendre. Là, ça va faire retomber le soufflet et ça risque de créer des ressentiments. En plus, dans tous les partis, il y a des divisions. Il y en a au Parti socialiste, il y en a chez les Républicains, mais il y en a aussi au Front National. Et il est possible que là, on assiste à des règlements de compte en interne pour savoir quelle est la meilleure stratégie. Et enfin, il y en a un qui va durement, amèrement sans doute regretter de ne pas avoir conquis la région, c'est Florian Philippot, parce que ça lui aurait permis d'installer un peu plus son emprise sur le parti. Pour beaucoup, il apparaît comme l'énarque, le nouveau venu, etc. Et là, ça aurait été bien d'avoir la région. Donc on sent que les frustrations et les ressentiments vont monter. Donc lui, il a perdu, rappelons-le, à l'Est, dans le Grand Est, dans une situation, lui, de triangulaire. Qui lui était favorable. Qui a priori lui était favorable. Marine Turki, première réaction. Je voulais revenir sur la question des alliances, effectivement. Et c'est vrai que le FN bute encore sur cette question d'être un parti de deuxième tour. Il est dans une tension permanente entre l'idée de rester, comme on disait, un parti anti-système, qui fait qu'il est attractif, un positionnement qui est parfois antilibéral dans la sortie de l'Union européenne, etc. Mais le problème, c'est comment drainer les voix de droite là-dessus, étant donné que le programme économique, une partie de la droite ne peut pas, les électeurs de droite ne peuvent pas rejoindre le Front National là-dessus. Donc la porosité, elle est réelle entre la droite Front National sur l'immigration, la sécurité. Là-dessus, Marine Le Pen a insisté sur ces thématiques pendant la campagne, mais l'économie sera quand même un problème dans le cadre de futures alliances éventuelles, et c'est ce qui bute encore aujourd'hui, c'est pas l'immigration, c'est le sujet économique, la sortie de l'Union européenne, ça effraie beaucoup d'électeurs de droite, donc il est dans cette tension. De l'euro, pas l'Union européenne. J'ai dit quoi ? De l'euro, oui. Effraie beaucoup d'électeurs de droite, donc là-dessus, on l'a dit déjà la semaine dernière, le Front National a procédé un petit peu à des ajustements dans son discours économique, il faudra voir à quoi ressemble son programme économique à la présidentielle. Mais c'est aujourd'hui une des questions dans le cadre de ces thématiques d'alliance. Et qu'est-ce qui se lance là à partir de ce soir? Parce que donc maintenant, il n'y a plus de scrutins intermédiaires qui sont généralement des forces de progression, des façons de s'ancrer dans le débat public pour le FN. Là, la prochaine échéance, c'est donc la présidentielle, c'est un peu la reine des batailles
pas que pour le FN, mais aussi pour le FN. Quel est aujourd'hui, est-ce qu'ils sont malgré tout en dynamique et que donc ils vont pouvoir continuer sur cette dynamique à partir rédiger un programme, vous commencez à en parler, ou est-ce qu'il y a quand même un coup d'arrêt qui fait que là maintenant, la tripartition reste une tripartition et il n'y a plus dans la vie politique et ils ne sont plus en train de passer devant comme on pouvait le redouter? Ils n'ont pas l'effet de tremplin dont on parlait tout à l'heure, qui est de dire on a un exécutif régional et on va s'en servir pour une question de légitimation politique, de dire on va avoir un groupe, des élus, des dossiers, des moyens. Voilà. Mais après, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que malgré tout, ils vont se notabiliser, s'implanter davantage parce qu'à chaque fois qu'il y a des élus dans un endroit, on l'a vu avec Hénin Beaumont, quand ils commencent à militer en 95, ils sont tout seuls, il n'y a personne. 10 ans, 20 ans plus tard, on voit les résultats qui auraient été inattendus, inespérés pour le Front National il y a quelques années. Donc on voit cette espèce d'effet tache d'huile qui existe. Et là, même si effectivement sur le moral des troupes, l'effet zéro région, s'il est confirmé, va effectivement être une mauvaise nouvelle au Front National. Mais malgré tout, je suis d'accord, la stratégie de Marine Le Pen se trouve quand même confortée. Et on voit à quel point ils ont des relais d'opinion. Et puis, autre point, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais au-delà du personnel, on a fait barrage ce soir dans les urnes, visiblement au Front National, mais la diffusion des idées dans certaines régions de l'extrême droite, diffusion des idées d'extrême droite dans certaines régions est très, très vaste. Je pense à la région PACA, évidemment, où là, c'est déjà une réalité sur le terrain. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas déjà une terre perdue à l'extrême droite au niveau de la diffusion des idées? Et sur le terrain de la militance, des effectifs militants, de la dynamique militante, nous, on a vu beaucoup de régions. Alors, ça dépend vraiment des endroits, mais dans tous les reportages qu'on a pu faire, on entend souvent on les voit pas, ou alors ils font qu'afficher, ou ils sont de plus en plus sur les marchés, mais on sent pas encore une vague militante forte comme on peut la voir dans les vieux partis de masse. Aujourd'hui, on en est où en termes de... Je ne vois pas beaucoup de vieux partis, enfin vraiment très vieux partis de masse. La France a toujours eu un très très petit nombre de militants, à part le Parti communiste. Et là, quand on regarde les chiffres, quand même, on a des chiffres assez sérieux sur le Front National. Chaque parti a tendance à exagérer le nombre de ses militants, mais quand il y a eu le conflit entre le père et la fille, il y avait un constat sur le nombre d'encartés. On était à 55 000, ce qui est même beaucoup plus pour ce parti que ce qu'il avait à l'époque de la scission où Bruno Maigret s'en va en 98-99. Parce que, disons que combien d'électeurs, enfin combien de militants encartés à l'EPS aujourd'hui 70 000. 70 000 et 35 000 il en affiche le triple, mais peut-être que... Et les Républicains, on tourne autour de 179 000, mais en tout cas, pour le Front National, il est sur une stratégie d'implantation militante. Et en plus, la dynamique électorale ne va pas s'arrêter parce que les causes qui ont produit cette dynamique, elles sont toujours là. Parce que le taux de chômage, il a continué à se développer, parce qu'il y a l'idée que la classe politique de droite et de gauche n'a pas trouvé la solution pour le faire, est impuissante, parce qu'il y a une désaffection à l'égard de l'ensemble du personnel politique, et parce qu'on est dans un contexte international qui fait peur, avec la montée de l'État islamique, avec le terrorisme. Donc tout cela est très bon. Il ne faut pas se faire d'illusions. La dynamique va continuer. Frédéric Savicki, puis Sylvain Crépon. On souligne le fait que le Front National n'a pas gagné de région, mais le Front National aura, après ces élections, beaucoup plus de conseillers régionaux qu'après l'élection de 2010. C'est-à-dire que quand le Front National fait 42% en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou 42-43%, ça veut dire c'est 43%, alors pas de l'ensemble parce qu'il y a la prime majoritaire, mais enfin c'est quand même 20 ou 30 conseillers régionaux. Donc ça veut dire que ces gens-là seront en plus en face-à-face avec les Républicains. Ils seront présents dans les conseils d'administration des lycées. Ils interviendront dans les débats. Ils pourront également bénéficier d'assistants, de personnel, de moyens de formation. Et on sait historiquement, le Parti socialiste et pour le Parti communiste, c'est très très net, et aussi pour les Républicains, pour l'UMP, que quand on a des conseillers régionaux, ce sont des gens qui utilisent leur mandat pour s'implanter sur un petit territoire. C'est-à-dire qu'ils choisissent effectivement ce territoire et ils utilisent leur mandat, les moyens afférents au mandat pour faire leur trou dans ce territoire. Et donc c'est pour ça que c'est très très important effectivement pour le Front National et qu'on aurait tort de sous-estimer l'impact malgré tout en se focalisant sur la défaite. Très positif pour le FN, ça veut dire aussi plus de cotisations probablement que verseront ces élus, donc c'est des rentrées d'argent. Donc tout ça va plutôt dans le sens d'un renforcement
du maillage et à la fois des élus et sans doute aussi du coup des assistants et des militants derrière. Hein. Mais il y a encore un mot, d'autant plus que vous devez partir. Ça sera plus facile pour obtenir les 500 signatures pour la présidentielle. Je veux dire, ça va les sécuriser quand même s'ils n'ont pas fait autant. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important. Sylvain Crépon. Oui, juste une remarque, encore une fois je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce sont les victoires qui permettent l'afflux de militants, hein. C'est rarement l'inverse, hein. Ce n'est pas l'afflux de militants qui permettent les victoires, mais ça marche en sens inverse. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à cet afflux de militants au sein du Front National, et ça questionne quand même le lien des autres partis politiques avec leur base militante, c'est-à-dire que le Front National, c'est quasiment le seul parti qui est capable de confier des responsabilités à des militants qui sont, dans des proportions aussi importantes qui sont d'extraction populaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes non diplômé, que vous exercez un métier, que vous soyez ouvrier, employé ou petit commerçant, artisan, que vous intégrez le Front National, que vous êtes motivé, que vous êtes bosseur, que vous êtes un minimum intelligent, tout de suite vous êtes rétribué, tout de suite on vous confie des responsabilités, alors au sein du parti, au niveau local, comme il y a un besoin de candidats, on vous investit pour des élections et ça vous permet tout de suite d'avoir une visibilité et de gravir la hiérarchie et de gagner en notabilité. Si on interroge les Républicains et le PS aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables d'en faire autant ? On n'en est pas tout à fait sûr, donc ça les questionne aussi dans leur relais auprès de ces catégories. Ça, c'est une première chose. Alors, une deuxième chose, ça rejoint également les évolutions du Front National et ces éventuels potentiels ralliements de technocrates, de notables ou de gens. C'est assez intéressant parce que justement, on voit aujourd'hui on sent que ça grince un petit peu entre cette base militante d'extraction populaire et ces nouveaux notables qui investissent, qui, parce qu'on a besoin de gens compétents, grillent la politesse à tout le monde, finalement sont investis à la place des autres. Et moi, j'ai entendu sur mes terrains d'enquête au sein du Front National plusieurs fois des gens dire « mais moi, ça fait 20 ans que je mouille la chemise, que je colle des affiches la nuit, que j'ai sacrifié ma vie de famille et que le jour où je dois être investi, c'est quelqu'un qui a 2 ans de carte qui finalement me grille la politesse parce que c'est quelqu'un qui a un bac plus 4. Et ça, c'est vrai que ça va être un nouveau défi pour le Front National à relever, c'est-à-dire que se joue une sorte de conflit de type populiste au sein même du Front National, alors que c'est censé être son principal ressort idéologique. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sylvain Crépon. Et s'ajoute à ça, au niveau des électeurs, un vrai effet chez les jeunes également, chez les 18-25 ans, qui là aussi pose question aux autres partis. C'est-à-dire que chez les militants comme chez les électeurs, on voit que le Front National a du succès chez les jeunes. Donc, ça se voit sur les réseaux sociaux notamment, on en parlera tout à l'heure en PACA. C'est vrai que Marion Maréchal Le Pen a su drainer un nombre de jeunes militants. Ça pose une vraie question aujourd'hui. L'autre dynamique frontiste, elle est aussi dans les territoires périurbains, dans ces territoires où les gens se sentent déclassés aux abords des couronnes des métropoles ou des villes moyennes. Là aussi, il y a un véritable effet. Donc là, ce n'est pas en territoire totalement ruraux, c'est vraiment le périurbain, avec un sentiment de relégation, de déclassement, des gens qui sont très sensibles aussi à la hausse des prix du carburant, du gaz, du chauffage et qui, là aussi, se sentent oubliés. Et c'est précisément les termes qu'a repris Marine Le Pen dès 2012, la France des oubliés. Elle a fait sa tournée de la France des oubliés. Et ça marque les esprits énormément. Frédéric Savicki, pour parler de l'autre côté un peu du prisme politique, aujourd'hui c'est une grande victoire pour Manuel Valls et pour François Hollande. L'horizon est dégagé, les lecteurs se remobilisent, même quand ils leur tournent le dos, l'électeur de gauche est quand même toujours au rendez-vous. C'est une bonne nouvelle pour eux. Sans doute. De toute façon, le soir d'élection, vous avez déjà remarqué que tout le monde a gagné. Personne n'a jamais perdu les soirs d'élection. Il suffit de choisir les bons indicateurs qui vont dans le bon sens, évidemment. Donc on fait confiance dans le brio de nos deux têtes d'exécutif pour interpréter ces élections dans le sens qui soit le plus favorable possible. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, blague à part...
tout dépend évidemment si on regarde le bilan récent ou sur le bilan sur la durée. Enfin, faudrait quand même rappeler que depuis 2012, le Parti socialiste a connu des saignées. Hein. Enfin, je veux dire, des saignées d'abord en nombre de collectivités territoriales. Bon, ils ont perdu les élections sénatoriales, rappelons-le quand même, qu'ils avaient conquises en 2011, enfin, le Sénat. Ils ont perdu entre 40% à peu près des communes de plus de 9000 habitants qu'ils gouvernaient, entre un tiers et 40% des conseillers, des conseils départementaux. Et aujourd'hui, c'est peut-être une victoire, mais rappelons quand même que les socialistes et la gauche, avant ce scrutin, contrôlaient toutes les régions, sauf une. Donc, et ils en contrôleront, là, on ne sait pas très bien, 4, 5, peut-être 6, 5 sans doute. Bon. Donc, Ça fait moins que 20, c'est aussi un peu, on peut quand même malgré tout parler un peu de voilà, si on replace les choses de manière un peu objective, on peut quand même le faire, même si, évidemment, il suffit de dire qu'on s'attendait à perdre beaucoup plus. Et donc, on va dire, ah ben voilà, donc évidemment, là, mais c'est tous les gouvernants qui font ça, en se disant, les sondages ils nous annonçaient dans des situations catastrophiques, et donc on a fait mieux que les sondages, donc on a gagné, quoi. Bon. Non. La remarque que j'ai faite, par exemple, sur le premier tour, c'est que le Parti socialiste et ses alliés ont mobilisé pour le premier tour d'élection régionale 11% des électeurs inscrits. Bon, 50% qui n'ont pas voté, c'est quand même un problème, parce que là-dedans, il y avait un certain nombre d'électeurs qui avaient voté pour François Hollande l'élection présidentielle. Donc, la question de la remobilisation de cet électorat, qui plus est, qui se mobilise là, un peu plus évidemment parce qu'on a des listes d'union de la gauche, de gauche plurielle, ce qu'on n'aura évidemment pas dans un premier tour d'élection présidentielle, et peut-être qu'il n'y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour, reste entièrement ouvert. Donc si l'exécutif en déduit qu'il ne faut rien changer de la ligne politique, qu'il ne faut surtout pas remanier le gouvernement dans un sens d'élargissement de majorité et qu'il ne faut pas donner des signaux forts en direction de l'électorat de gauche, mais qu'on continue dans une logique qui est quand même celle d'aller sur les terres de plus en plus, non plus simplement des Républicains, mais du Front National. On l'a vu récemment avec... on peut se demander effectivement si on ne va pas vers l'échec avec beaucoup d'inconscience. Bon. Donc voilà, je pense qu'à court terme, effectivement, cette élection, c'est un grand ouf. Alors on verra quand même sur l'Île-de-France, parce que l'Île-de-France, c'est en termes de réserve, on pourrait dire, de voix pour l'élection présidentielle, rappelons-le, hein, c'est pas la Bretagne qui fait l'élection présidentielle. Hein. L'Île-de-France, c'est entre 25% des 20-25% des électeurs français, quoi. Bon, donc effectivement, perdre cette région-là, c'était quand même un signe très très inquiétant concernant l'avenir. C'est des ressources considérables, c'est des politiques publiques qui influencent profondément l'ordre des choses. Donc voilà, donc ça sera peut-être plus compliqué de dire qu'on a passé le cap sans trop de soucis. Donc je pense que cette élection ne fait qu'accuser et mettre maintenant le gouvernement et le président de la République devant sa responsabilité. Déjà, est-ce qu'il se représente ou pas? Et sur quelle ligne politique on continue? Ce qu'on a vu juste avant l'élection, en matière économique et puis surtout en matière de sécurité et de défense, à mon avis, laisse quand même très ouvert la question de savoir si les socialistes sont en mesure d'être présents au deuxième tour de l'élection présidentielle. Voilà. Sylvain Crépon. Juste une petite remarque pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ce qui est questionné maintenant, je parlais tout à l'heure de l'identité des Républicains et du Front National, c'est l'identité du Parti Socialiste maintenant qui est fondamentalement questionnée. Et juste une petite remarque, toujours dans les enquêtes auprès des sympathisants du Front National, il y a quelque chose qui ressort, mais depuis le début de mes enquêtes, il y a plus de 20 ans maintenant, et qu'on continue aujourd'hui de me ressortir, et ce sont les nouvelles générations qui me sortent ce nouveau propos, c'est lorsque un dirigeant, le leader du Front National parle, je comprends. Ça fait du sens. C'est-à-dire que c'est un discours qui établit des causalités auxquelles j'ai accès et qui me permettent de décrypter le monde environnant. Ça, c'est à mon avis une question anthropologique qui est absolument fondamentale pour expliquer le succès du Front National, tandis que lorsque c'est le PS qui parle, ou des dirigeants socialistes ou des républicains, là j'ai le sentiment de ne plus avoir accès au sens.
j'ai le sentiment on ne me transmet pas des causalités qui me permettent de décrypter le monde environnant, que je partage ou non leurs opinions. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît d'autant plus fondamental à l'heure où on voit l'ensemble du spectre, enfin pas l'ensemble du spectre politique, ce serait exagéré, mais de dire au moins les Républicains et par moments le Parti Socialiste qui font campagne sur les idées du Front National. Comme si finalement c'était les seuls qui permettaient d'induire du sens dans le discours politique. Et là, à mon avis, on va au-devant sur le moyen et long terme de désastres pour ces deux partis politiques s'ils persévèrent dans cette stratégie de course à l'échalote avec le Front National. Mais en même temps, parce qu'on va faire comme tout le monde, puisque à partir de ce soir, tout le monde ne va plus penser qu'à la présidentielle dans 18 mois quand même, donc on va entrer dans cette longue campagne présidentielle, donc sacrifions-y quand même. Quand on s'appelle Marine Le Pen et qu'on a pour objectif suprême, évidemment, d'être élue à la présidence de la République, et pour elle, 2017 est la grande date importante. Cet échec, comme ça, de tous les seconds tours, à part dans quelques villes au municipal, mais quand même, cet échec de second tour récurrent qui revient, même quand tout le monde est affolé après un premier tour, on dit, voilà, c'est la pire des hypothèses, les sondeurs se sont trompés, etc. Second tour. J'ai bien compris vos arguments pour le treillage électoral, pour la progression continue, mais quand même, le cap du second tour n'est jamais passé. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même de quoi se poser des questions, y compris dans sa tactique à elle, sur le refus de sa personnalité par quand même, disons, 60 ou 65% des Français, non ? Le refus de sa personnalité, le refus de ses idées, ne serait-ce que si on prend justement la fameuse sortie de l'euro, y compris dans son propre camp, chez ses propres sympathisants, il n'y a pas une majorité d'électeurs du Front National qui valide la sortie de l'euro. Donc ça interroge quand même fondamentalement la stratégie du Front National sur des questions économiques et sociales qui sont quand même, on l'a dit tout à l'heure, la priorité des électeurs. Donc effectivement, ça interroge, alors sa personne peut-être, mais en tout cas surtout, je pense, sa stratégie, son identité, et donc son identité, soit de droite, de l'assumer et de tout faire pour faire des alliances, ce qui nécessite de revenir sur certains fondamentaux du parti. Je pense notamment la préférence nationale ou la réforme du code de la nationalité, ce qui le situe à la marge ou à l'extérieur complètement des valeurs républicaines. Mais ça, c'est un pas qui, pour l'heure, n'est pas prêt d'être franchi. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, le Front National, il est dans une sorte d'impasse. C'est-à-dire que son principal capital politique, c'est la radicalité. C'est ce qui lui permet de se distinguer des autres partis politiques, des autres partis du champ politique. Or, s'il verse trop dans la radicalité, on l'a vu avec Jean-Marie Le Pen, il se marginalise. Maintenant, s'il se normalise trop, il va se banaliser et passer par une forme d'UMP bis. Et donc, il navigue sur cette ligne de crête et il est un peu prisonnier de cette stratégie de la radicalité qui, finalement, peut-être l'empêche de nouer des alliances, d'aller chercher un électorat au-delà de son cercle traditionnel, et peut-être qui explique en partie pourquoi il n'est pas encore un parti de second tour. Marine Turki. Je suis complètement d'accord, mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi avant la présidentielle, on ne sait pas qui seront les adversaires de Marine Le Pen, et on n'est pas non plus à l'abri d'un accident démocratique. On ne sait pas quelle sera l'actualité avant la présidentielle. On l'a vu là, des attentats à 1 mois des régionales. Quel serait l'impact d'un attentat avant la présidentielle, par exemple, qui rabattrait beaucoup les cartes, qui changerait beaucoup l'actualité avant la présidentielle. Donc c'est très difficile de se projeter là-dessus. Après, je suis complètement d'accord sur cette tension permanente qui est celle du Front National entre un positionnement anti-système qui est nécessaire et en même temps une nécessité de s'allier dans un système au scrutin majoritaire de tours. Ça, c'est toujours l'espèce de voie sans issue là-dessus du Front National, ou en tout cas de tension très, très difficile. Stéphane. Avant d'évoquer dans un second plateau la droite, on parlera plus en longueur, je voulais quand même qu'on voit un petit peu comment ça se passe pour la gauche, la période qui s'ouvre, et notamment la semaine qui s'ouvre et celle qu'on appelle le 3e tour, celle où vont se constituer les exécutifs dans les régions. Et on a vu dans certaines régions, on voit la Bourgogne, alors si ça passe, en Bourgogne, Marie-Guide Dufay, la candidate socialiste, n'avait même pas besoin des écologistes et du Front de gauche, puisqu'ils étaient en dessous des 5%. Mais malgré tout, elle a fait un effort
programmatique, a mis en place une charte environnementale. On voit en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, où il y a un net sursaut, où il y a eu un deuxième tour qui a été traité de façon plutôt intelligente en termes de réunion de la gauche, puisqu'on n'en a pas fait des tonnes, chacun est resté à sa place, mais a quand même fait un effort minimal pour dire, voilà, il y a un chemin qui peut se tracer si on retrouve, si ce n'est la gauche plurielle, au moins un semblant d'unité à nouveau de la gauche. Mais il y a aussi, en Ile-de-France, ça n'a pas l'air d'avoir surmobilisé plus que ça, sans savoir si ça fait gagner. Ou en Bretagne, Jean-Yves Le Drian, lui, est carrément parti tout seul à snober les écolos, le Front de gauche. On a l'impression, enfin, quel peut être l'avenir stratégique maintenant pour le pouvoir en place? C'est de suivre la démarche entamée dans des exécutifs régionaux qui referaient le coup de la gauche plurielle et donc se réadresser à sa gauche, ou finalement continuer sur la guerre, la sécurité, la déchéance de nationalité et l'ordre républicain cher à Manuel Valls. Bon, c'est très compliqué parce que c'est ce qu'on constate en France depuis maintenant, on va dire, une bonne dizaine d'années, c'est que les logiques d'alliance varient beaucoup d'une région à l'autre, voire même pour les élections municipales d'une commune à l'autre. C'est-à-dire qu'on a des cas où le PS, le PC, les Verts arrivent à peu près encore à s'entendre et à travailler ensemble. On a des cas, vous citiez la Bretagne il y a un instant, où les relations avec les écologistes sont particulièrement rude. Et donc, du coup, évidemment, on a aujourd'hui une gauche plurielle éclatée qui se traduit par des relations relativement harmonieuses qui ne pourraient pas poser de problème dans la répartition des postes. Il y a d'autres endroits effectivement plus compliqués. Et donc, d'une certaine façon, pour le gouvernement ou pour le PS, pour les dirigeants du Parti socialiste, c'est pas très lisible tout ça. C'est-à-dire qu'il ne se dégage pas clairement aujourd'hui une dynamique, je dirais, claire de ce qui se passe sur le terrain qui ferait dire aux socialistes qu'effectivement le coup de l'union de la gauche est partout gagnant. C'est-à-dire on voit bien que dans certains endroits, la tentation est forte de se rapprocher plutôt de centristes, dans les régions de tradition catholique par exemple, où le Front National est peut-être moins fort et où la droite est peut-être moins radicalisée. Donc on en est là, disons, de la situation, de ce qu'on, enfin, en tout cas de ce qui ressort des dernières élections locales. Donc c'est pas très évident. Et puis surtout, on l'a vu quand même sur le premier tour, les écologistes, enfin les Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche ont fait des résultats médiocres. Hein. Ils ont plus perdu d'électeurs en proportion que les socialistes. Donc ils ne sont pas non plus en situation de force et ils n'apparaissent pas spontanément comme des gens à qui il faut faire des concessions pour gagner des élections, a fortiori leur laisser des responsabilités. Donc c'est vrai que ça laisse ouvert du coup une interprétation sur la stratégie amenée du gouvernement. Est-ce que finalement on ne va pas vers essayer un élargissement de majorité du côté du centre, en espérant que la radicalisation continue incarnée par Sarkozy, des Républicains finissent par ramener des gens de l'UDI, du MoDem dans le giron. Voilà, donc je pense que les choses, effectivement, de ce point de vue-là, très, très objectivement, restent assez ouvertes. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Savicki, Sylvain Crépon d'avoir participé à ce premier plateau où on a beaucoup parlé donc du Front National, de la gauche et de la gauche, puisque Frédéric Savicki vient le faire. On va beaucoup parler des Républicains dans quelques instants et de la droite face au Front National, mais d'abord donc quelques résultats peut-être nouveaux. Hubert Huertas. Écoutez, on va faire le point sur les résultats que nous attendions. A priori, et je suis prudent et je demande à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent d'avoir l'oreille prudente aussi, parce que quand on annonce des chiffres aussi serrés, eh bien, il faut attendre le décompte de la dernière